Merci à tous les deux de nous avoir rejoints sur ce plateau pour cette question. Comment les données extra-financières vont révolutionner la gestion d'actifs? Vincent Durel, gérant investissement durable Fidelity. Donc vous le faites en français. Laurent Jacquier-Laforge, vous, c'est Global Head of Sustainable Investing. Donc c'est à peu près la même chose, mais en anglais, la française AM. Pourquoi ce thème sur les données extra-financières? On va d'ailleurs préciser en quelques mots de quoi il s'agit. Je pense que nos invités pourront nous le préciser, justement, parce qu'est-ce qu'on entend justement par ce thème est-ce que c'est l'analyse qui est non fondamentale? Est-ce que c'est quoi? C'est l'analyse chartiste? Est-ce que c'est l'analyse des comportements dans sa globalité? Ça sera la première question. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, justement, dans cette analyse-là, on va sortir les chiffres, ou sortir provisoirement les chiffres, pour chercher des tendances, ou chercher des investissements de demain, quelque part, mais qui soient non palpables ou non mesurables. C'est ça. Une question à laquelle vous allez pouvoir répondre devant votre écran. Avez-vous conscience de l'importance des données extra-financières? C'est un peu biaisé d'ailleurs. Avez-vous conscience de l'importance des données extra-financières? Vous répondez par oui ou par non. Alors, quels sont, la première question est extrêmement large, les critères extra-financiers qui sont pertinents à prendre en compte aujourd'hui? Vous répondez dans l'ordre que vous souhaitez. Vincent, peut-être en premier. Bien sûr, merci. Écoutez, aujourd'hui, c'est une vraie réalité. Comme vous disiez tout à l'heure sur l'analyse fondamentale, on ne peut plus regarder aujourd'hui une société que d'un point de vue financier. Il faut impérativement regarder également la partie extra-financière. Ça fait partie d'un tout. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, et on le voit sur le comportement des marchés, où tout risque non financier devient un risque financier sur la durée, et que la plupart du temps, vous avez de plus en plus une convergence entre des performances financières, je dirais, pertinentes, et également des performances extra-financières. On voit que les managers ont tendance à avoir ce comportement de plus en plus, et ce qui nous permet, nous, d'avoir un bien meilleur jugement de ces sociétés. Alors, sur des données en tant que telles, vous avez les trois piliers déjà au départ, donc la partie sociétale, la partie sociale, environnement et gouvernance, sur lesquels vous allez avoir énormément de critères extra-financiers sur lesquels on va pouvoir mesurer et comparer des sociétés au sein d'un même secteur, et également, je dirais, d'un point de vue plus global. C'est tous les événements Laurent, ça peut être d'ailleurs la crise sanitaire. J'imagine que c'est en quelque sorte une immense donnée extra-financière. Ça peut être un conflit, une grève ou ce genre de choses. Oui, absolument. Et d'ailleurs, peut-être l'erreur, c'est d'appeler ça des données extra-financières, parce qu'en fait, elles ont une influence sur la performance, comme Vincent vient de le dire à l'instant. C'est interconnecté, comme Luc Julia est interconnecté. Absolument. Et donc, évidemment, ce n'est pas un cash flow, on est d'accord là-dessus, mais ça influence directement. Ce n'est pas une évolution de son segment, ce n'est pas une perspective d'évolution de son segment, c'est tous les éléments extra. Ça peut l'être. Regardez, si aujourd'hui vous pensez qu'il faut utiliser ou produire des voitures électriques si vous voulez vendre des voitures, bien sûr, c'est une évolution technologique du segment et qui est directement liée à des questions qui sont non financières, simplement la décision d'arrêter d'émettre du CO2 quand on conduit une voiture. D'accord, donc là on revient sur les critères d'écologie dont tu parlais. Oui, et sur ce point, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, c'est là où on a vraiment une analyse très approfondie. C'est qu'on parlait de véhicules électriques, mais les véhicules électriques en tant que tels, on va se poser la question du recyclage des batteries. On va également se poser la question de la manière dans laquelle vous allez acheter le cobalt, de manière éthique. Vous allez également réfléchir à la manière dans laquelle vous allez fournir l'électricité. Si c'est avec des centrales à charbon, ça n'a absolument aucun intérêt de faire des véhicules électriques. Donc vous voyez, vous avez toute la chaîne de valeur sur laquelle il va y avoir des questions sur lesquelles on va se poser, sur lesquelles on va juger et on va comparer et analyser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment une intégration qui est quasiment acquise entre le financier et l'extra-financier pour ne faire qu'un. Comme dit Laurent, absolument, on ne peut plus vraiment parler de différenciation sur ces données. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des professionnels comme vous, il faut avoir deux paires de lunettes, en quelque sorte. Une pour analyser le marché financier, et puis l'autre pour analyser les grands mouvements de la société. C'est un petit peu ça, Laurent? Alors, ça a été un peu ça, et ça l'est de moins en moins. Le mot magique, c'est intégration. Donc, à partir du moment où cette couche d'informations supplémentaires est intégrée dans votre logique d'investissement, finalement, les gérants ont petit à petit intégré cet élément, sachant que on s'appuie toujours sur des spécialistes qui prennent petit à petit la connaissance, parce qu'il faut trouver les données, ce qui est quand même un vrai sujet. Il faut mettre au point des méthodes. Et donc, vous allez les financiariser quelque part. Est-ce qu'on modélise ces éléments? Bien sûr, on le modélise. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, pour récupérer de la donnée sur ces éléments qui ne sont pas financiers, qui ne sont pas donc répertoriés dans un rapport annuel de façon classique,
il faut souvent avoir recours à l'intelligence artificielle pour aller attraper des éléments de langage dans les journaux, dans les rapports annuels, dans des rapports d'ONG, par exemple, où on trouve beaucoup d'informations sur ces sujets. Mais elles sont encore un peu pêle-mêle. Donc toute l'idée, c'est d'arriver à les collecter, les organiser, les nettoyer, les exploiter. Alors d'abord, ça vous fera plaisir, puisque 87% de ceux qui nous regardent ont conscience de l'importance des données extra-financières. Donc je pense que là, on est en vote train soviétique, ça, c'est la révolution. C'est ça, on est en train de prêcher plusieurs centaines de convaincus. On parle d'intelligence artificielle, on parle de choses qui sont extrêmement cadrées, rationnelles. J'ai toujours cru, moi, personnellement, je connais mal votre univers, qu'il y avait une part d'irrationnel extrêmement importante qui influait sur les marchés financiers, par exemple. Comment on l'intègre, cette part d'irrationnel? Parfois, si on prend simplement la bourse, elle décroche soudainement, sans qu'on comprenne vraiment rationnellement pourquoi. Comment vous faites pour mesurer ça? Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses à votre question, ou en tout cas peut-être plusieurs questions à votre question, si je peux m'exprimer ainsi. D'une part, vous avez effectivement la vie des marchés qui évolue selon la conjoncture, selon les données macroéconomiques, selon les anticipations. Il ne faut jamais oublier que le marché anticipe et également a une perception des sociétés sur ce qu'elle sera demain. Alors évidemment, il y a quelque chose de très fondamental. On va travailler sur les chiffres, sur les perspectives de croissance, on va étudier les modèles de valorisation, etc. Maintenant, la donnée extra-financière est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir juger de la pérennité de ces performances financières. On parlait de l'environnement tout à l'heure. Je pense que tout le monde connaît bien les problématiques qu'on a sur le carbone. Si aujourd'hui une société décide de ne pas prendre en compte et ne pas considérer le risque environnemental, qu'est-ce qui va se passer ? On voit que le coût carbone ne va faire qu'augmenter et donc nécessairement vous allez avoir des impacts financiers, ça viendra impacter la valorisation de la société. Après, il y a quelque chose que vous mettez en avant, qu'on a des décrochages. Souvent, dans cette partie que l'on commente, il y a ce qu'on appelle les risques de controverse. Alors peut-être que vous avez entendu parler de cela, mais c'est simplement que voilà, vous avez des sociétés, hier. Voilà, des sociétés qui ont par exemple une exposition structurelle. Vous prenez par exemple une société comme Adidas, vous allez avoir 100% de sa base de fournisseurs en Asie. Donc structurellement, vous allez avoir des problématiques qui peuvent émerger dans la chaîne de fournisseurs, sur le travail des enfants, sur la traçabilité des matières premières. Les Ouïghours, ça exactement, peut être, sur tout ce qu'on peut imaginer. Polémique d'actualité. Et ça, si vous voulez, c'est des choses que nous, en tant qu'investisseurs, on se doit de mesurer, d'analyser, de discuter avec les sociétés. Et la société se doit d'avoir des auditeurs qui vont justement regarder toute la chaîne de valeur, le fournisseur, du fournisseur, du fournisseur, là souvent où ils n'ont pas le contrôle. Et c'est ça qui est de plus en plus important. Et donc vous allez, modéliser un risque par rapport à l'exposition sur cette entreprise. Exactement. Alors, c'est vrai que chez nous, chez Fidelity, si je peux parler une seconde de notre approche, c'est que nous, on a un modèle propriétaire, donc on a 200 analyses sur les taux et les actions, et en fait, on a notre recherche interne qui est intégrée avec une recherche ESG propriétaire. Et donc, c'est vrai qu'on va utiliser des données extra-financières qui viennent des sociétés et également des fournisseurs de marché, type MSCI, ISS, etc., et sur lesquels nous allons faire notre analyse au même titre que sur les données financières, où vous les prenez de la part des rapports annuels des sociétés et vous faites vos propres modèle de prévision. Mais effectivement, c'est ça. On va établir une notation propriétaire en fonction des risques et en définissant une trajectoire d'amélioration de la société que l'on attend ou non. Alors, de plus en plus de critères ESG, effectivement, vous en êtes des spécialistes environnementaux, sociétaux, gouvernementaux, etc. Comment on fait pour, et là je pense à ceux qui nous regardent, pour s'adapter à ces critères qui sont de plus en plus nombreux, qui ne sont pas d'ailleurs forcément tous connus encore aujourd'hui? Laurent. Je vous parlais d'une couche d'informations supplémentaires, c'est exactement cette logique. En fait, on a à la fois une couche d'informations supplémentaires et un angle de vue qui est un tout petit peu différent. Il n'empêche qu'il faut les connaître, il faut les repérer. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a eu 3 temps, un temps un peu sauvage où on allait chercher des informations qui étaient non formalisées. Puis après, il y a eu un certain nombre de boutiques. Et puis ces boutiques spécialisées ont été rachetées par de plus grandes boutiques, du type MSCI, Sustainalytics et autres. Et demain, on va arriver vers une forme de normalisation. Donc, il n'y a pas un plan comptable de l'extra-financier aujourd'hui, mais finalement, on va y arriver. Et petit à petit, puisque la réglementation va l'exiger, les sociétés vont publier. Et ce que vous trouviez, ce que vous achetiez dans des boutiques, eh bien finalement, ça sera disponible sur vos fournisseurs de données, sans les nommer, les Bloomberg, les Reuters et autres sociétés qui diffusent l'information. Donc, cette information, elle sera formalisée, disponible. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir encore attendre au moins 2 ou 3 ans. Oui, effectivement, j'imagine que la pression à avoir ces informations fait que forcément, il y a des gens qui vont s'empresser de la fournir. Après, j'ai une question qui est Il y a un marché, qui est peut-être si plus vous philosophique.
C'est vendredi, j'ai le droit de faire un peu de philosophie. Mais oui, tous les jours, même si tu veux. C'est le fameux signe noir. Est-ce que finalement, dans la logique qui est celle de prendre tous les éléments qui sont extra-financiers ou en dehors de l'entreprise, d'essayer de les modéliser, d'avoir des données qui soient structurées par des organismes, etc., c'est pas finalement la quête d'éviter ce signe noir, donc le signe noir étant l'événement improbable, inimaginable et qui devrait jamais arriver, mais qui finalement arrive toujours. Oui. Et Les histoires justement, de pangolins, par exemple. on ne laisse pas plus de place à ce signe noir en ayant cette homogénéité des données que vous récupérez. Alors, il y a un paradoxe dans ce que vous dites, puisque vous faites de la philosophie. Ouais. Le signe noir, par construction, il existera toujours. C'est-à-dire l'événement imprévu, improbable ou inimaginable, forcément, personne ne l'attend, on n'est jamais préparé à le recevoir. Ce qui est vrai, c'est que nos métiers consistent à essayer d'éviter de tomber dans cet imprévu. Et donc, ajouter, encore une fois, cette couche d'information est essentielle. Je voudrais juste faire un point sur cet élément. Encore une fois, si vous prenez toutes les données extra-financières, quelles qu'elles soient, que vous les mélangez, en fait, vous n'avancez pas beaucoup plus. C'est, encore une fois, cette couche d'information qui arrive comme une vague, mais il faut identifier à l'intérieur de ces informations celles qui auront du sens. Par exemple, la française, on a nos modèles aussi, et dans la gamme Carbone Impact, on s'est aperçu que la notion de carbone, de prix du carbone avait un sens et avait un lien directement avec la performance boursière. C'est ce qui nous a amené à faire toute une gamme de produits de ce type-là. C'est un peu comme si vous aviez toutes les données, vous les mélangez, c'est comme les couleurs, vous les mélangez, ça donne toujours à peu près du marron, grosso modo. Là, si vous mélangez tout l'ESG, c'est très rare qu'une note ESG vous apporte en soi une information définitive. En revanche, à l'intérieur de cette note ESG, vous aurez quelques facteurs qui viendront influencer les marchés. Ben voilà, c'est notre travail que de les repérer. Ouais. Essayez d'éviter un certain nombre de signes noirs. Parce qu'effectivement, la couleur de la peinture, elle est moins bonne. Je suspends un instant ce débat philosophique très intéressant. J'ai quelques questions également à vous relayer. On va d'abord marquer une petite page de pub et puis on va voir la première chronique de la matinée. La révolution est permanente chez Fidelity, et ce depuis des années. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous sommes un des leaders mondiaux du marché de l'asset management. Nous sommes convaincus que le travail des équipes fera que nous serons présents demain. Si on doit parler de révolution, je parlerai plutôt de l'offre. Aujourd'hui, la loi Pacte et le PER sont une révolution. La retraite est un réel enjeu. Et aujourd'hui, nous pensons avoir la solution pour répondre à cette problématique-là, que sont les fonds Target. Les équipes de Fidelity, moi-même, sommes déterminés à vous accompagner tout au long de l'année et les années à venir. Merci encore. Et on prend le temps de parler un petit peu d'épargne, les actualités de la rentrée pour dynamiser cette épargne. C'est la dernière chronique du coup de Céline Laurent. Connaissez-vous l'expression anglaise « less is more » ? Toujours moins, toujours mieux. Cette tendance nous vient à l'origine du design moderne. Elle est aujourd'hui reprise par le secteur de la santé et du bien-être et également en écologie. Nos amis les assureurs ont eux aussi appliqué cette formule aux fonds en euros et cela aboutit à des opportunités commerciales attractives. Le résumé, le voici. Nous savons que l'actif général perd année après année un peu de sa superbe, en moyenne 0,20% par an. Mais grâce à ses qualités extraordinaires, son succès ne désemplit pas. Alors que faire pour que ce support Made in France puisse continuer à être ouvert à l'ensemble des clients ? La réponse ? Accepter le moins pour soi, mais au moins un peu pour tous, et être récompensé pour cela. En 2022, les compagnies d'assurance sont nombreuses à offrir une majoration au taux de participation aux bénéfices. Avec 40% du C dans vos contrats, 4 de nos principaux assureurs majoreront la PB d'au moins 40%. Pour 60% du C, la majoration service sera de 60%. 40% du C, plus 40% de PB. 60% du C, 60% de PB en plus. Fastoche ! Je vous laisse deviner les autres majorations et vous invite surtout à nous solliciter pour les découvrir. Less is more, ok. Mais les assureurs ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont développé des solutions temporaires. Avec AEP Opportunité et Tempo 3 chez AG2R La Mondiale, vous bénéficiez de 2 supports d'attente d'une durée maximale de 6 mois pour investir à votre rythme et au gré des conditions de marché. Durant ce laps de temps, vous bénéficiez d'une garantie en capital et de rendements supérieurs au support monétaire. Une dernière actu pour la route ? Allez,
En complément des solutions de financement traditionnelles, Norcia Imo a le plaisir de vous annoncer un nouveau moyen pour financer l'acquisition de SCPI. Avec l'avance patrimoniale sur les contrats Enedia de AG2R La Mondiale. Cette offre présente de nombreux atouts. C'est simple, il suffit de faire une demande d'avance à la souscription d'un contrat Enedia. C'est rapide, l'avance sera étudiée sous 45 jours. Il vous faudra donc moins de 2 mois pour être investi en SCPI chez Norcia Imo. C'est attractif. Le montant de l'avance peut représenter jusqu'à 60% de l'épargne investie et son coût est limité au TME plus 1%. N'attendez pas pour acheter l'immobilier. Achetez l'immobilier et attendez. Alors, sans plus attendre, venez découvrir l'avance patrimoniale et les solutions de financement chez Norcia Imo. Retour dans notre table ronde sur les données extra-financières qui suscitent naturellement des questions. Je voulais relayer les 2 premières. François Delobel, qui pose beaucoup de questions depuis le début de ces universités. Les clients demandent de plus en plus de transparence sur leurs investissements. Quel niveau d'information donnez-vous sur vos approches extra-financières à un client final? Quel est le niveau d'information qu'a le client final? Vincent, peut-être? Oui, alors écoutez, nous, si vous voulez, ça dépend vraiment des produits. Sur nos produits ISR, donc qui sont spécialisés pour faire la promotion des sociétés qui ont les meilleures pratiques, on arrive par notre sélectivité à pouvoir offrir effectivement des modèles d'impact sur lesquels on va pouvoir démontrer notamment des impacts relatifs. Lorsque vous investissez dans le fonds, vous pouvez sauver 80 voitures en émissions carbone par an, une dizaine de ménages sur la consommation d'eau. C'est plus incitatif, du coup, alors, les vous informations avez ces que vous modèles donnez. d'impact, mais Ouais. vous allez également aujourd'hui, notamment avec la réglementation SFDR, beaucoup de ratios, notamment pour les produits article 8, article 9, qui doivent être publiés, dans lesquels vous avez une transparence quasiment globale. Donc, il y a une C'est-à-dire transparence qui est totale. demandée. Exactement, sur l'émission carbone du portefeuille de chaque société, sur le pourcentage de femmes, sur les rémunérations. C'est vraiment très, très complet. Donc aujourd'hui, franchement, on arrive à une transparence qui est quand même On doit donner très beaucoup importante. d'informations. Oui, Ouais. peut-être ajouter juste un point. Faites bien la différence entre des produits qui ont des éléments ISR, sur lesquels on va donner ces informations, et des produits qui ont une vocation ISR, c'est-à-dire qui ont une vocation particulière qui consiste, par exemple, à baisser les émissions de carbone, ou par exemple, exploiter le capital humain d'une façon la plus saine possible. Voilà, donc dans ces cas-là, on aura des informations qui seront liées évidemment à la vocation du fonds. C'est un petit la distinguo, différence ouais. entre l'article 8 et l'article 9 de SFDR, c'est ça? C'est exactement Article ça, 8, vous ceux êtes qui pile font, dedans. et ceux qui ont vocation à dans l'article 9, c'est ça? Voilà, où on démontre un Qui objectif est de nouveau et qui durabilité. est très bien d'ailleurs. Alors moi je note un point particulier par rapport à ça, c'est que de plus en plus les sociétés de gestion et de plus en plus les fonds qui ont cette vocation-là ont une communication auprès des clients qui est très claire et qui est très parlante par rapport à ça et qui pour le coup est bien faite parce que justement elle est très explicite sur les engagements du fonds. Pascaline Godard pose cette autre question. Les grandes entreprises qui disposent d'un pôle marketing très développé ne peuvent-elles pas contribuer au greenwashing en fournissant énormément de données extra-financières? Comment s'y retrouver? Bonne question. C'est une bonne question, mais Merci, en fait, le greenwashing, c'est l'obsession du régulateur. Hein. Donc, la question est, est-ce qu'on vous vend véritablement un fonds qui a une vocation ou qui est orienté ISR? C'est tout le Ou est-ce sujet. que ça n'est qu'un La emballage? Voilà, donc la réglementation qui s'applique à nous, investisseurs, et à vous, distributeurs, elle est particulièrement rigoureuse. Évidemment, c'est aussi notre travail d'analyse que de vérifier que ce que racontent les sociétés, ça s'appuie sur quelque chose de tangible ou c'est du pur greenwashing. Évidemment, il y a des tas de plaquettes très luxueuses qui vous expliquent que tout ça est vert, mais ça ne nous suffit pas. C'est au même titre que si on vous Même la explique couleur que est le verte, cash flow va multiplier par 2 tous les ans, vous n'êtes pas obligé de le croire. Donc, il en va de même pour l'extra-financier. La logique est la même. Tout à fait. Vincent, vous vouliez nous parler du lien entre ces données extra-financières et les politiques de vote en Assemblée générale, ce qui est Oui, très intéressant absolument. et qui va intéresser Je pense que ceux qui nous regardent. c'est très important parce que la finalité d'un produit ISR, ce n'est pas uniquement de donner de bonne conscience au client final. C'est effectivement donner du sens à son épargne, mais surtout, il faut qu'il y ait une finalité. Et la finalité, c'est évidemment de pouvoir influencer les managers des sociétés pour qu'ils adoptent les meilleures pratiques. Et pour ce faire, aujourd'hui, c'est par les votes en Assemblée générale. Et moi, j'aime dire, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident en France, de dire « big is beautiful » en ESG, parce qu'effectivement, c'est parce que vous gérez beaucoup d'actifs que vous allez avoir un poids
important lors des assemblées générales et vous allez pouvoir influencer le management. Donc c'est vrai que chez Fidelity, nous, on gère à peu près 800 milliards. Pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près voté à 4000 AG au cours des 12 derniers mois. Et sur ces 4000 AG, à peu près 28% du temps, on a voté contre une résolution du management. Et le plus souvent sur quoi? Sur la rémunération, où on a en fait des critères extrêmement stricts sur pas de rémunération excessive, pas d'allocation gratuite d'actions, pas de... Égalité homme-femme. Alors, égalité homme-femme, on y contribue, mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment sur lequel on va déclencher tout de suite un non. Par exemple, les rémunérations variables qui sont sur des bases de 5 ans, qui doivent intégrer du critère financier, extra-financier. Sinon, si ces éléments-là ne sont pas respectés, immédiatement, nous votons contre. Donc, on a vraiment des règles très strictes et on a ajouté, même sur une politique de vote au niveau mondial, la représentativité des femmes au conseil d'administration, minimum 15% pour les sociétés dans les pays émergents, 30% en Europe. Et vous avez encore de grandes sociétés européennes, sociétés comme Roche par exemple, qui n'a pas ces ratios-là. Et également la problématique environnementale, où on va exiger que les sociétés nous démontrent qu'elles ont pu discuter au niveau du conseil d'administration des problématiques environnementales, qu'elles aient un dossier, je dirais, complet sur l'impact climatique sur leur business, etc. Donc vous jouez un rôle dans l'ombre, d'une certaine façon, puisque c'est le thème de la journée, sur le changement des comportements, sur cette révolution des Voilà, comportements. et on ne peut l'adresser que grâce justement à l'analyse et à l'intégration de ces données extra-financières. Laurent. Alors, quand on n'est pas aussi grand que Fidelity et aussi lourd en capitaux gérés, il y a un moyen d'engager qui s'appelle la coalition. Parce que small is beautiful aussi, hein, on peut Absolument. le redire. Small, Voilà. small peut avoir des vertus, Voilà. même si ce n'est pas tout à fait small quand même. Mm. Et la coalition a beaucoup de sens, puisque finalement, souvent autour d'une initiative d'une ONG ou d'une société de gestion, on va coaliser un certain nombre de sociétés de gestion qui vont voter dans un sens ou qui vont questionner une politique. Total, l'année dernière, pour ne pas le citer, a été l'objet d'une discussion très forte sur les engagements pris pour l'alignement à l'accord de Paris. Sont-ils tenables avec la politique engagée, oui ou non? Et une bonne partie des sociétés a voté non. Et pourtant, ils avaient fait un effort assez important, Total. Allez, mais l'effort est colossal, Ouais. et on est bien obligé de l'admettre. Mais à la question, êtes-vous c'est passé. aligné avec 1,5 degré à 2050, la réponse était, c'est D'accord. probablement non. Il nous reste 2 minutes pour parler produits. J'ai une Parce que- question, j'ai une question. Oui, mais J'ai alors, une je question t'en parce prie. que la française, justement, vous avez une prépondérance dans l'immobilier. Alors, on parle des actions, on vote en assemblée générale, mais pour l'immobilier, comment ça se passe? Parce que l'immobilier, petit point, a fait quand même sa révolution l'année dernière, puisque le label ISR et ESG est arrivé sur l'immobilier qui est réputé être l'investissement le plus polluant. Oui. Donc, du coup, c'était une révolution importante. Donc, comment ça se passe chez vous sur cette partie-là? Oui, alors vous avez tout à fait raison. L'immobilier, alors d'abord chez nous, c'est essentiel, puisque c'est plus de la moitié des C'est dans les actifs. premiers, d'ailleurs, je crois. à avoir un label. Nous sommes dans les 3 premiers. Oui. Ouais. Il y a Amundi, ensuite c'est plutôt nous, et après la BNP en matière de SCPI. Donc on est effectivement bien placé. On gère environ 2 millions de mètres carrés, ce qui est une masse importante. Alors l'immobilier, il a une caractéristique, c'est un des actifs réels. Donc quand vous agissez sur l'immobilier, c'est à peu près un quart des émissions de CO2, l'immobilier, entre la construction des immeubles et l'exploitation des immeubles. En fait, quand vous y vivez, tout simplement, comme dans un immeuble comme celui-ci. Eh bien, à partir du moment où vous êtes capable d'influencer la nature même de la construction et l'usage de l'immeuble, vous avez un impact, au sens là propre du terme, direct, sur les émissions carbone. Alors, l'immobilier, ça a quelques caractéristiques, mais il y en a une qui est spécifique à la France, qui est la réglementation. Vous savez que la RE 2020 s'est mise en place à partir de ce 1er janvier. Elle s'appelle 2020, mais bon, elle fonctionne à partir du 1er janvier 2022. Et cette réglementation a des exigences très fortes sur les performances énergétiques des immeubles, avec à la fin un point très important en termes d'investisseurs. N'oubliez pas que si vous ne respectez pas les caractéristiques minimum, il sera possible, comme ça existe dans certaines régions d'Europe, de ne plus pouvoir louer l'immeuble, voire de ne plus pouvoir le céder. Donc là, en matière de stranded assets ou d'actifs échoués liés au climat, c'est massif. Donc il faut vraiment intégrer ces éléments. Allez, il nous reste plus Pardon. C'est de la faute de Philippe. Hein, C'est de la donc, faute. moi, j'ai rien fait. Il reste une poignée de secondes pour parler d'un produit peut-être que vous auriez envie de mettre en avant l'un et l'autre. Oui, une Oui, alors moi, illustration. très rapidement, deux produits, si vous me permettez. Un thématique, c'est notre produit Water and Waste, qui est assez unique puisqu'il a une approche globale sur la thématique de l'eau et du déchet ensemble, ce qui est assez original, et justement sur l'investissement de sociétés qui visent à pouvoir promouvoir l'accès à l'eau et à la recyclage de déchets. Et un dernier, c'est le fonds Eurozone que je gère, qui est un fonds Best in Universe et qui vise à faire la promotion des sociétés en Europe avec les meilleures pratiques. Laurent.
Alors, de mon côté, Oui. notre produit qui s'appelle la Française Luxe Carbone Impact Global. En fait, c'est un produit qui a été lancé en 2015 lors de la COP 21 et de l'accord de Paris et qui a pour vocation à accompagner les sociétés dans leur transition vers une meilleure performance énergétique et moins d'émissions de CO2. Assez essentiel, je pense. Et on le rappelle, Donc, ça vous avez un problème. contribue à changer les comportements, à changer la société elle-même. Merci infiniment, messieurs, de nous avoir Merci. rendu visite. On va marquer une petite page publicitaire. Merci à vous. Révolution à la française, c'est évidemment notre centre de recherche à Londres sur tout l'aspect ESG, ISR pour dégager justement des analyses extra-financières pour les partenaires et pour tous nos produits financiers. Et puis évidemment, révolution des produits avec 2 nouveaux produits. Un premier produit sur tout l'aspect action et notamment lié à la blockchain. Et puis un second produit innovant sur notre expertise crédit. Sur la partie immobilière, plus qu'une révolution, une évolution dans les gammes qu'on vous propose, toutes ou quasiment en train de l'être labellisées ISR, puisque vous le savez, la performance financière va s'accompagner de la performance extra-financière et pas que pour 2022. Probablement que cette évolution et cette révolution dont vient de vous parler Romain va très largement dépasser 2022. Deuxième chronique de la matinée, avec un coup de projecteur sur le charme discret de la prévoyance patrimoniale. Et alors, je ne sais pas quelle mouche a piqué l'excellent Benoît Berchebru, mais j'ai l'impression qu'il se prend pour un homme politique d'un coup. Chers compatriotes, il existe aujourd'hui 2,8 millions de travailleurs non salariés en France. 41% possèdent une couverture incapacité invalidité. C'est peu au regard de l'impact financier en cas d'accident de la vie. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, je ne suis pas là pour vous vendre de la peur, de l'insécurité ou un programme électoral. Je ne suis pas encore candidat à l'élection présidentielle. Non, je suis là pour vous apporter des solutions concrètes, immédiates, pour protéger le chef d'entreprise. Tout d'abord, la classique assurance homme-clé pour protéger l'entreprise elle-même et couvrir les coûts de la perte de chiffre d'affaires et de remplacement de la personne décédée ou invalide. Et cerise sur le gâteau, les cotisations sont déductibles de l'IS. Ensuite, la garantie croisée associée. Elle permet aux associés survivants de disposer des liquidités suffisantes pour désintéresser les héritiers et éviter de les voir remonter au capital de la société. Car c'est bien beau de verrouiller l'entrée des nouveaux entrants via des pactes d'actionnaires dans les statuts. Encore faut-il que les associés en place disposent des liquidités suffisantes pour acheter des parts des héritiers. C'est justement ce que permet la garantie croisée associée. Et les cotisations sont toujours déductibles de l'IS, mais avec une réintégration de l'avantage en nature dans l'IR de chaque associé. La garantie personnelle permet aux bénéficiaires désignés, le conjoint, les enfants, de percevoir un capital supplémentaire en complément de l'assurance vie classique, et ce, dans de très bonnes conditions fiscales. Cette somme permettra de couvrir tout ou partie des droits de succession, mais également de maintenir le niveau de vie du conjoint survivant le moment venu. Un très bon complément au contrat d'assurance vie classique. Et enfin, la fameuse clause séquestre pour garantir un prêt d'entreprise. Mettez-la en place, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles et vous nous en remercierez. Alors, vive la prévoyance, vive la France et vive la République. Alors notre révolution, nous l'avons lancée avec un peu d'avance en 2021 avec le lancement de Taylor Asset Management. Notre ambition est de devenir un acteur incontournable de la gestion d'actifs pour les conseillers en gestion de patrimoine. Nous avons fédéré des expertises fortes et régulièrement primées en actions européennes méga tendance, en obligations internationales avec une approche value et en multiclasse d'actifs avec une approche macroéconomique. Nous proposons des solutions d'investissement à forte valeur ajoutée qui vont de la gestion de trésorerie au marché actions, que ce soit en fonds, en mandat, en feed ou en profil.